Certains disent que nous sommes utopistes. Nous dirons juste que nous sommes moins frileux que nos aînés qui n'ont pas à se soucier de 2050. C'est signé Mathieu Devlaming, président de l'Union nationale lycéenne. Il est notre invité dans un instant. Bonsoir, soyez les bienvenus pour un nouveau direct depuis le Parlement européen avec Pierre Larouturou. On continue le combat. Libé a titré il n'y a pas très longtemps, Pierre, la fin d'une grève, le début d'un mouvement. Ce mouvement, où en est-il ? Mais on continue à s'organiser pour faire pression très fortement sur les dirigeants. Là, à l'instant, j'ai failli être en retard. C'est un huissier du Parlement qui m'a dit qu'il a un de ses amis. Ils sont 80 à faire une grève perlée. Chacun fait grève de la faim pendant 3 jours pour dire qu'ils nous soutiennent. Lundi, on a une réunion très importante avec beaucoup d'associations, d'ONG qui se battent sur le climat et des syndicats pour voir comment on s'organise. Et là, donc, il y a dans 10 jours le Conseil européen. Madame Merkel, Monsieur Macron se retrouvent le 10 et le 11 décembre. Donc, on met la pression. Je sors d'une réunion technique où on négocie sur le budget. Et puis, ça y est, c'est officiel. En février, il y aura à Lisbonne, puisqu'après l'Allemagne, c'est le Portugal qui prend la présidence de l'Europe, il y aura un sommet, une grande conférence sur comment financer le plan climat. Donc voilà, je n'avais pas le droit d'en parler jusqu'à maintenant, mais maintenant c'est officiel. Il y a bien un moment où l'ensemble des chefs d'État vont se retrouver. Si le virus le permet physiquement, ils seront tous à Lisbonne. Et donc on va tous faire campagne, essayer d'obtenir une décision le 10 et le 11 décembre. C'est à l'ordre du jour du 10 décembre. Et puis sinon, si on gagne une décision, il faudra vérifier qu'elle est vraiment mise en place et que les lobbies bancaires ne vont pas l'affaiblir. Et s'il n'y a pas de décision le 10 décembre, parce qu'il y a trop de sujets à l'ordre du jour, il y a spécifiquement le financement du climat, c'est la grande conférence de Lisbonne en février. Et donc là, on a une fenêtre. Et Antonio Costa, qui est le Premier ministre portugais, est quelqu'un qui est proche de nos idées. Alors, notre dernier live remonte à un petit peu plus d'une semaine maintenant. Dans cette dernière semaine écoulée, ces derniers 10 jours, que s'est-il passé? Les évolutions marquantes au niveau des négociations? Non, parce qu'au niveau européen, tout est bloqué par la Pologne. C'est compliqué. Il y a pas je serais heureux d'annoncer des grandes nouvelles toutes les semaines, mais il y a pas de. C'est très compliqué la négociation au niveau européen parce que la Pologne et la Hongrie bloquent tout à cause des conditions que met le Parlement sur les droits de l'homme et qui sont fondamentales. Et c'est pour ça que je le redis, notre demande ne nécessite pas l'unanimité. Ce que demande le Parlement européen, le rapport qui a été voté pour le financement du climat, il n'y a pas besoin d'unanimité. On veut la taxe sur les transactions financières, même s'il n'y a que 10, 15, 20 pays au début. Parmi les bonnes nouvelles, il y a la Belgique. Il y a un vrai débat au sein du gouvernement belge. Encore aujourd'hui, on a été en contact avec le gouvernement belge. Tu es belge. Il y a 5 ans, la Belgique avait bloqué la taxe sur les transactions financières. Et sans trahir le secret de quelques discussions, j'ai encore rencontré quelqu'un d'important dans 2 jours. J'ai rendez-vous avec un des ministres importants de Belgique. Et plusieurs ministres belges poussent, ça y est, officiellement la Belgique qui bloquait cette réforme est d'accord. Et maintenant, la question, c'est est-ce que la Belgique le met très vite sur la table des négociations? Il y a un conseil ECOFIN le 17 décembre. Il y a eu un conseil des finances hier qui n'a servi à rien. Mais voilà. Et donc, y compris, il y a des parlementaires français qui disent aussi qu'il faut aller plus vite. Aller plus vite et puis comment agir, hein. Vous êtes toujours nombreux à nous suivre de live en live. C'est notre 15e live déjà, Pierre. Comment agir? Taxons la spéculation.eu, on rappelle. Hein, et puis c'est impressionnant les vidéos là. Vous avez vu un rappeur de 13 ans, c'est quand même très sympa de voir quelqu'un qui a 13 ans qui a fait un rap pour nous soutenir. Donc là je vous dis, à l'instant, je viens d'apprendre qu'il y avait un réseau avec 80 personnes qui faisaient des grèves de la faim pendant 3 jours. Aujourd'hui à Saint-Étienne, Gaël Perdriau avait fait approuver à l'unanimité par le conseil municipal un vœu de soutien. Et là aujourd'hui, c'est l'ensemble de l'agglomération, de la communauté de communes de Saint-Étienne. Voilà, et on continue. Et la semaine prochaine, on a de nouveaux rendez-vous avec des élus locaux qui veulent mettre la pression sur Emmanuel Macron, sur Bruno Le Maire pour dire que la France doit bouger. Sur Havas aussi, hein, je voyais que les gens continuaient à faire la grève de la faim pendant 24 heures en solidarité à l'action, ici à la mobilisation, des gens d'Allemagne, de France, de Finlande, de Suède. Oui, puis il y a des vidéos collectives qui se préparent. Il y a Camille Etienne et plein de jeunes engagés pour le climat en France et en Belgique qui sont en train de préparer des initiatives. Je n'ai pas le droit d'en parler. Ils m'ont considéré que je n'étais plus assez jeune, mais voilà, je trouve ça super, tout ce qui se passe. Enfin, dans ma tête, j'essaie d'être jeune. Voilà, en tout cas, il y a plein de choses qui se préparent pour faire grossir la vague. Là, en France, le débat est occulté par la question des violences qu'on voit dans la rue et de la loi qui est en préparation. Donc en France, on a eu très peu d'accès aux médias depuis une semaine parce qu'il y a d'autres combats très importants en termes pour faire respecter nos valeurs. Mais le combat continue et on est en train de s'organiser dès lundi, une réunion très importante avec plein de réseaux en France pour continuer l'action jusqu'en février, au moins jusqu'en février.
Et alors, le temps d'accueillir nos premiers invités ce soir dans ce live, ben, ça libère un peu de place pour répondre à quelques questions d'internautes. Par rapport justement au montant des pensions, Florence qui nous dit la moyenne des pensions est de 1 400 €. Je pense que c'est un chiffre qui revient par mois, mais en réalité, on est plutôt autour des 900 € par mois. Ben, c'est un des sujets, parmi les gens avec qui on va dialoguer ce soir, il y a un responsable syndical en France qui est celui qui négocie pour son syndicat, la CFDT, qui est un des deux plus grands syndicats, la question des retraites. Parce qu'encore dimanche, Bruno Le Maire, donc le ministre des Finances, a expliqué que sa priorité, c'était de réformer les retraites pour financer le plan de relance. Voilà. Et donc, je trouve ça ahurissant. La France et l'Allemagne ont proposé un plan de relance, qui est une très bonne idée. La France va recevoir 40 milliards, la Belgique va recevoir 5 milliards, mais la France, qui est un pays riche, va rembourser 67 milliards. Je trouve ce principe de solidarité est très bon. Mais la question est de savoir comment on va rembourser les 67 milliards. Et je trouve ça assez choquant. La réponse de Bruno Le Maire, l'autre jour sur France Inter et encore avant-hier à la une du Parisien, il dit qu'il compte sur deux choses, le retour de la croissance et une réforme courageuse des retraites. La croissance, voilà l'évolution de la croissance depuis 50 ans. Voilà, donc j'aimerais l'envoyer à Bruno Le Maire. Je pense que je vais l'envoyer effectivement dès demain. Est-ce que c'est sérieux de miser sur le retour de la croissance? Et ça, c'est en France, mais à peu de choses près, dans le livre qui vient de sortir, il y a la courbe pour l'Allemagne. Et même déjà, il y a un an, la dernière fois que j'étais allé à Berlin avant Noël, le patron de la Bundesbank disait l'Allemagne est en train de retomber en récession avant même le virus. Voilà, la courbe est la même dans tous les pays occidentaux. Donc, est-ce que c'est sérieux pour financer les retraites, pour financer le plan de relance, pour sortir du chômage? Est-ce que c'est sérieux de compter sur la croissance? Et deuxième point, quand Bruno Le Maire dit qu'on va rembourser le plan de relance avec une réforme des retraites, je trouve ça, pour être gentil, pour ne pas être ahurissant, puisque les amis d'Emmanuel Macron au niveau européen disent le contraire. Les amis d'Emmanuel Macron disent qu'on va financer le plan de relance grâce à des ressources propres. Ils ont voté le rapport dont je vous ai parlé il y a 3 semaines qui dit qu'on veut une taxe sur les transactions financières. Donc je trouve ça ahurissant quand Bruno Le Maire, à plusieurs reprises, au début j'ai cru que c'était une erreur de fatigue quand il a dit ça sur France Inter il y a le 30 septembre, mais quand il remet à la une du Parisien, la priorité c'est de réformer les retraites, et on sait très bien ce que ça veut dire réformer les retraites. Ça veut dire que les gens qui aujourd'hui ont 50 ans ou 55 ans, qui vont bientôt partir en retraite, en moyenne, en France, c'est 1 400 € la retraite moyenne. Et on sait qu'on va encore les raboter si on laisse faire Bruno Le Maire, alors que le salaire moyen d'un trader chez BNP Paribas est à 24 000 par mois. Je répète plus lentement, la retraite moyenne est à 1 400 par mois en France, 1 400 €. Et sans les bonus, pour les traders, c'est 24 000. Donc est-ce qu'il faut encore raboter les retraites, ou est-ce qu'on peut demander un effort aux spéculateurs? Voilà. Et donc, dans ce qu'on propose, ce n'est pas juste moi, c'est l'ensemble du Parlement européen, on dit que si on obtient la taxe sur la spéculation, il y aura chaque année 55 milliards d'euros qui arriveront, sans taxer les citoyens, il y aura 55 milliards. Il y en a un petit tiers qui permettra de financer le plan de relance, étalé sur 30 ans. Donc la France n'aurait pas 1 centime à rembourser, la Belgique n'aurait pas 1 centime à rembourser. Donc les 67 milliards resteraient en France pour les retraites et pour la santé, et les 2 tiers de la somme iraient pour le climat, pour les politiques de recherche. Donc voilà, j'espère que, y compris, je sais qu'au sein de En Marche, beaucoup de gens pensent que Bruno Le Maire a peut-être besoin de se reposer, et que socialement, baisser les retraites est scandaleux. Voilà, économiquement, c'est stupide. Quelqu'un qui vit avec 1 400 € par mois, on sait qu'il consomme tout. Donc diminuer sa retraite, c'est stupide économiquement. Souvent, s'il lui reste, ou il ou elle a un peu de marge, il va aider ses enfants ou ses petits-enfants. Donc c'est absolument stupide pour plein de raisons de baisser encore les retraites. Et ça va mettre encore du monde dans la rue. Et certains, je ne suis pas un complotiste, mais se demandent si c'est pour ça qu'ils veulent encore modifier la loi en pensant que, théorie du choc, on va faire une réforme des retraites, ça va être le chaos. Voilà. Donc honnêtement, je ne comprends pas. Je ne suis pas toujours d'accord avec Bruno Le Maire. Je pensais que jusqu'à maintenant que c'était un homme rationnel. Et là, je ne comprends pas. C'est de la provocation. Et je crois que d'ailleurs, la ministre du Travail a déjà dit qu'elle n'était pas d'accord avec lui. Et tout à l'heure, on entendra un responsable de la CFDT qui nous dira que l'ensemble des syndicats sont hostiles à cette proposition de Bruno Le Maire. Donc encore une fois, oui, le plan de relance est une bonne chose. Oui, la France va recevoir 40 milliards dès le printemps prochain. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais le remboursement, il n'y a pas 1 centime qui doit être pris dans la poche des citoyens. C'est le Parlement européen. 68% des députés disent que le remboursement du plan de relance et le financement du climat et de la santé peuvent être faits par des ressources nouvelles, et que la ressource nouvelle la plus efficace et la plus prometteuse, c'est la taxe sur la spéculation.
Alors, on me souffle dans l'oreillette que Corinne Lepage a quelques petits problèmes techniques pour nous rejoindre. Donc, le temps que Corinne ajuste ces problèmes techniques, on va pouvoir accueillir un autre invité et le temps là aussi de faire la liaison. Peut-être revenir sur cette petite phrase d'introduction d'un invité qui nous rejoindra donc tout à l'heure, le président de l'Union nationale lycéenne, Mathieu De Vlaming. Certains disent que nous sommes utopistes, nous dirons juste que nous sommes moins frileux que nos aînés par rapport à ce constat de Mathieu, Pierre. Mais c'est qu'effectivement, on l'a dit l'autre jour, c'est un ministre belge qui disait que c'était grâce au mouvement des jeunes, Adélaïde, Hanouna, Greta Thunberg, qui étaient dans la rue tous les vendredis avant le virus en Belgique et tous les mois en France ou en Allemagne, que c'est grâce à cette génération qui s'est mise en mouvement que la génération des gens qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans a commencé à vraiment réfléchir à la question du climat. Et d'ailleurs, Angela Merkel, au mois d'août, a reçu pendant 1h30 Greta Thunberg, Adélaïde, Hanouna, Louisa, qui sont ses amis en Belgique et en Allemagne. Voilà. Donc moi, je remercie. Certains se sont moqués de Greta. Je trouve ça ridicule, y compris au Parlement français. On a eu quelques gros bofs qui se sont moqués de Greta Thunberg. Greta juste dit, écoutez les scientifiques. À quoi ça sert que des centaines de scientifiques travaillent des centaines et des centaines d'heures, qu'ils fassent des rapports en vérifiant tout? À quoi ça sert qu'on ait créé le GIEC depuis un peu plus de 30 ans maintenant et que les dirigeants ne l'écoutent pas? Et Greta avait commencé sa grève. Ce n'est pas pour rien si j'ai repris la typo de Greta. Elle avait commencé devant le Parlement en expliquant à quoi ça sert d'aller à l'école si les politiques ne s'intéressent pas à notre avenir, à quoi ça sert d'étudier les sciences si les politiques n'écoutent pas les scientifiques. Donc je crois qu'effectivement, c'est une génération. Moi, quand j'avais 20 ans, je ne m'occupais pas beaucoup des questions politiques. Je m'intéressais un peu aux questions Nord-Sud, mais je profitais de la vie, j'étais jeune ingénieur. Voilà, je trouve très très bien que cette génération qui a 16 ans, 18 ans, 20 ans, nous réveille et oblige les politiques à prendre les bonnes décisions. Encore aujourd'hui, on a eu un rapport qui a dit que 2020 est une année catastrophique pour l'évolution du CO2 et pour l'évolution des températures. Donc, il faut en même temps répondre à la crise sociale, c'est la soupe populaire qui est là. Est-ce qu'on est capable? Et encore la semaine dernière, j'ai travaillé avec Nicolas Schmit, qui est le commissaire européen chargé de l'emploi et des droits sociaux. Est-ce qu'on trouve plus de moyens pour éviter les plans sociaux? Est-ce qu'on trouve plus de moyens pour protéger les salariés, les artisans, les agriculteurs? Est-ce que ceux qui sont malgré tout tombés au chômage, on évite qu'ils tombent dans la pauvreté? Est-ce qu'on est capable de créer massivement des emplois à travers en particulier des financements pour le climat ou pour la santé? Voilà, donc quand on se bat pour plus de budget, ce n'est pas pour Bruxelles, ce n'est pas pour le Parlement, ce n'est pas pour les députés, c'est pour que l'argent arrive dans tous les villages et dans toutes les villes de France, d'Espagne ou d'Italie. Tout à fait. Et tout cela, c'est résumé aussi par Magali Brossard qui nous suit. Je lis que le GIEC a été créé à la demande du G7 en 1989, mais pourquoi, s'ils ne l'ont jamais écouté, affligeant, déplorable, que de temps perdu? Nous dit Magali. Merci beaucoup de continuer à nous suivre. N'hésitez pas à partager cela et à partager vos commentaires, vos questions, réflexions. Il y a toute une équipe technique et une équipe qui suit ces directs, qui relaie vos réflexions. Mais pourquoi tant de temps perdu? C'est que, hélas, je pense que ceux et celles qui nous écoutent ce soir sont des humanistes et on pense que chaque homme et chaque femme agit pour le bien commun. Et certains sont parmi nous engagés dans les associations, dans les syndicats. Voilà. Mais hélas, il faut bien voir que le monde irait beaucoup mieux s'il n'y avait pas des lobbies. Je vous ai déjà parlé de ce livre qui a été rédigé par un journaliste américain du New York Times. C'est 1 an d'enquête et il montre comment déjà en 79, il y avait un consensus des meilleurs scientifiques américains, le chef scientifique de Kennedy, le chef scientifique de Johnson, qui avait passé des semaines à travailler. Un rapport avait été remis au Sénat sur le dérèglement climatique en disant il y a un dérèglement climatique qui vient à cause, pour l'essentiel, des activités humaines. Quand il sera visible par tout le monde, il sera trop tard pour agir. Et déjà, en 79, ces scientifiques avaient dit on a 20 ans pour sortir des énergies carbonées. Voilà. Et à la une du New York Times, on voyait déjà, fin 79, l'évolution du CO2 et l'évolution des températures. Et le rapport le scientifique avait été applaudi par toutes les tendances du Sénat aux États-Unis. Et 3 mois plus tard, c'est Ronald Reagan qui arrive à la Maison-Blanche. Et avec Ronald Reagan, c'est tout le lobby de Total, de Exxon, et qui veulent continuer absolument à vendre du pétrole. Et quand Nicolas Hulot était là l'autre jour, Nicolas Hulot nous a soutenus en disant que quand il était ministre, il avait bien vu le poids des lobbies, le lobby du pétrole qui veut continuer à vendre du pétrole et le lobby financier qui ne veut pas qu'on touche à ces instruments. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un lobby citoyen et que qu'on ait 18 ans ou qu'on en ait 99, comme on dit à Bruxelles avec Edgar Morin, il faut qu'on soit très nombreux comme citoyens à refuser ce pouvoir des lobbies financiers ou des lobbies du pétrole. J'allais dire qu'il était plus proche des 18 ans que des 99. C'est Mathieu qui était presque prêt, je pense, à nous rejoindre, mais manifestement, on a à nouveau perdu la liaison. Donc, le temps à nouveau de prendre une petite question d'un internaute, à moins que Mathieu ne soit de retour parmi nous. Mathieu, est-ce que tu nous entends? Oui, je suis parmi vous. Bienvenue, Mathieu de Vlaming. Les aléas du direct. Les aléas, tout à fait, du direct, ça arrive. Heureusement, il y a une super équipe derrière pour
nous permettre de t'accueillir. Bienvenue dans ce live, Mathieu, président de l'Union nationale lycéenne. Pourquoi c'était important pour toi de soutenir à la fois le message et l'action de Pierre Larouturou et d'être parmi nous ce soir, Mathieu? Oui, nous, ce qu'on observe, c'est qu'on va être les premiers concernés par le dérèglement climatique et la non-action des gouvernements de tous les États sur la question des enjeux climatiques aujourd'hui. Nous, on sait que on est jeunes, les personnes qui vont vivre dans 40 ans dans un monde où on aura 3 degrés de plus, voire plus encore, et où on aura des difficultés à vivre dans les conditions dans lesquelles on peut vivre aujourd'hui, elles seront très compliquées. D'autant plus qu'à cela s'ajoute une crise démocratique, une crise sanitaire qui pèse aussi sur les épaules des jeunes. Tout à fait. Ce poids sur les épaules des jeunes, Pierre? J'ai un fiston qui a 16 ans, j'en ai un autre qui a 20 ans, donc je vois effectivement, eux, ils gardent le moral parce que ça va, mais je vois autour d'eux plein de copains et de copines qui dépriment complètement. Et il y a de quoi, effectivement, l'accumulation des crises et l'incapacité des dirigeants à nous en sortir. Après la crise de 2008, on a dit on va tout changer, on va changer le système économique et financier, puis on n'a rien changé. Il y a eu d'autres virus qui nous ont alertés. Déjà, des scientifiques nous disaient attention, on risque une pandémie, on ne s'est pas donné les moyens. Et donc, il y a effectivement de quoi s'inquiéter de l'accumulation des risques et de l'incapacité des politiques à y répondre. Mais la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on voit bien qu'il y a des solutions, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau européen. On voit qu'on arrive à créer, en prenant du temps pour réfléchir ensemble, on arrive à créer des consensus sur les solutions. Je le redis, je suis peut-être le seul à avoir fait grève de la faim, mais il y a 68% des députés de ce Parlement qui soutiennent le rapport qu'on a fait sur comment financer le pacte climat. Il y a plein de gens qui sont d'accord sur quelle est la politique de la santé qui nous permet d'éviter que la prochaine pandémie fasse autant de dégâts et comment on peut le financer. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on oblige nos dirigeants, une fois qu'ils sont sortis de l'urgence, là ils étaient tous occupés par éviter une catastrophe sanitaire, éviter une catastrophe sociale, est-ce qu'ils sont capables d'accepter nos idées pour, dans les mesures d'urgence, être plus efficaces pour renforcer l'hôpital très vite, pour renforcer la recherche très vite, pour permettre l'accès aux vaccins dans de bonnes conditions dès qu'il y aura des vaccins, éviter des plans sociaux. Quand Emmanuel Macron dit qu'il y aura 800 000 chômeurs de plus en France, ça n'est pas une fatalité. Il n'y en a aucune fatalité à ce qu'on ait un chômage de masse. Et puis, est-ce qu'on est capable, après la crise de 2020, de repartir? Je suis étonné de voir comment il y avait un grand débat sur le monde d'après au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin. Il y avait plein de réflexions sur qu'est-ce qu'on veut pour le monde d'après. On a l'impression qu'on est tous KO là et que le monde d'après sera comme avant, mais en pire, avec les entreprises surendettées qui devront encore presser le citron, avec les États surendettés. Donc c'est pour ça que la question financière n'est pas la seule. Il faut déjà clarifier nos valeurs, clarifier nos objectifs, mais la question du financement est quand même importante. Si le monde d'après, c'est juste on continue comme avant, mais avec moins d'argent pour les hôpitaux, moins d'argent pour les services publics, moins d'argent pour la masse salariale, parce que les entreprises doivent se désendetter, le monde d'après va être sinistre. Pour l'enseignement aussi. C'est pour ça, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se batte, qu'on soit élu ou pas élu, qu'on ait 18 ans ou qu'on en ait 50, il faut qu'on se batte ensemble. Si on est bien d'accord sur des solutions, on n'est peut-être pas d'accord avec 100% d'un projet, mais si on est d'accord pour dire que là, il y a une fenêtre, que dans les mois qui viennent, l'autre jour, on avait en même temps un syndicaliste post-capitaliste et un ministre libéral qui disait on n'est pas d'accord sur tout, on est d'accord pour dire qu'on peut gagner ces 50 milliards dans les semaines qui viennent. Et on va se battre pour obtenir ces 50 milliards. Et ce sera qu'un premier combat, mais déjà, si on a 50 milliards de plus chaque année, ça peut faire du bien. Mathieu, parmi tes combats, je sais qu'il y a notamment le bien-être lycéen. Comment parvenir à ce bien-être lycéen? Par quoi ça passe, en fait? Premièrement, il y a un enjeu financier. Aujourd'hui, on est dans des classes qui sont surchargées et ça pose une double problématique. Premièrement, une problématique sanitaire, parce que quand on a des classes à 40, qu'on ne peut pas appliquer la distanciation sociale, ça accentue le climat anxiogène qui règne aujourd'hui dans les lycées. Et secondement, ça a créé une problématique pédagogique, parce que quand on est dans des classes à 40, on ne peut pas avoir un suivi qui soit suffisamment personnalisé et suffisamment bon. Aujourd'hui, on va avoir 1800 postes de professeurs dans l'enseignement public dans le secondaire qui vont être supprimés, alors même qu'il y aurait nécessité à embaucher plus de professeurs. Donc d'abord, le bien-être lycéen, ça passe par plus de suivi, plus de professeurs. Et ensuite, il faut mettre en place les conditions qui soient nécessaires pour permettre aux élèves de s'en sortir, que ce soit sur la problématique du harcèlement scolaire, que ce soit sur la problématique de la démocratie lycéenne, en portant aussi un projet qui permette aux jeunes de s'exprimer au lycée. De manière plus générale, je pense qu'on devrait davantage concevoir le lycée comme un lieu d'émancipation, comme un lieu citoyen qui laisse la place aux jeunes pour intervenir, plutôt que comme un lieu où on nous fait rentrer dans le rang, comme un lieu où on contrôle la hauteur des jupes des filles et où on ne laisse finalement pas la place aux jeunes pour s'exprimer, alors que le monde de demain, c'est nous qui allons le construire aussi. Alors ça, je ne sais pas dans quelle mesure ça rejoint aussi un autre combat et un autre appel en fait à une démocratie lycéenne plus directe.
Oui, bah, nous, ce qu'on a vu, sans rentrer dans les détails, il y a quelques jours, Libération et Mediapart ont révélé l'affaire Avenir lycéen, où on parle quand même d'un ministre de l'Éducation qui a participé à créer lui-même une association du nom d'Avenir lycéen pour choisir ses propres interlocuteurs. Face à ça, on se dit, mais finalement, quelle solution on a pour réellement se faire entendre quand on est jeune, quand on est dans son lycée et qu'on a envie de porter des idées. Bah, pour rejoindre la question climatique, nous, on pense qu'il y a une vraie nécessité à changer les modes de gouvernance au lycée pour permettre aux élèves de mettre en place la transition écologique au lycée à travers les éco-délégués qui aujourd'hui sont mis en place de manière très partielle et qui devraient avoir vocation à s'étendre. Parce que si on ne donne pas la parole aux jeunes pour leur permettre d'exprimer ce qu'ils veulent voir advenir dans leur lycée, parce qu'on comprend tous l'urgence aujourd'hui qu'il y a à agir pour l'écologie, on arrivera finalement à très peu de choses parce que les décisions, elles ne peuvent pas venir juste d'adultes qui vont nous dire ce qu'on va faire. On voit bien qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. C'est pour ça que les jeunes sont sortis dans la rue depuis plusieurs mois. Et tant que les jeunes n'auront pas la parole concrètement par des instances démocratiques dédiées, on sera toujours bloqué en fait dans cette situation. Et alors, ce qu'on ressent aussi très fort, c'est un sentiment peut-être de défiance ou un fossé qui se creuse entre les nouvelles générations et puis les représentants, les politiques. Si toi, tu avais un message à adresser à la fois aux politiques, en fait, et puis à tous ces jeunes qui nous suivent, pour peut-être réduire un petit peu ce fossé entre les deux. Moi, je dirais aux politiques en général, écoutez les jeunes. Écoutez les jeunes parce qu'on a des revendications, parce que les premières personnes qui vont subir ou qui seront bénéficiaires des politiques que vous allez mettre en place, bah, c'est les jeunes. Et ce que je dirais aux jeunes, c'est engagez-vous, exprimez-vous, faites entendre votre voix, parce que le monde d'après, c'est nous qui allons le construire, c'est nous qui allons vivre dedans. Et il y a nécessité à ce qu'on s'empare des combats qu'on a envie de mener, qu'on mène déjà dans la rue depuis plusieurs mois, pour les faire entendre dans les parlements, pour les faire entendre dans les assemblées, pour les faire entendre dans les instances démocratiques en général, et pour que la voix de la jeunesse soit réellement entendue aujourd'hui dans un monde où c'est très compliqué, quand on est jeune, de se faire écouter. Merci beaucoup, Mathieu de Vlaming, d'avoir été parmi nous. C'était un bonheur de Avec vous plaisir. accueillir et de vous écouter. À bientôt Mathieu, mais on partage le même diagnostic Bientôt. sur le déficit de démocratie. Si j'ai dû faire grève de la faim, c'est bien qu'on estime que ce système n'est pas assez démocratique. Donc toi tu es lycéen, moi je suis député, mais voilà, même quand 68% des députés proposent une solution, on voit bien que le lobby bancaire peut s'y opposer. Donc parmi mes auteurs politiques préférés, il y a Pierre Mendès France, qui, il y a 50 ans, disait déjà qu'on était dans une république très pauvre en termes de démocratie et que le manque de justice sociale venait d'un manque de démocratie. Voilà, qu'un pays vraiment démocratique devrait être un pays avec un haut niveau de justice sociale. Et je pense que si Mendès France était là, il dirait que le manque de justice climatique vient aussi d'un manque de démocratie. Nicolas Hulot a démissionné parce qu'il était un des 3 hommes politiques préférés des Français, mais même Hulot se heurtait au lobby financier qui avait l'oreille du président de la République ou du ministre des Finances. Donc voilà, c'est pourquoi de façon non violente, il faut faire tout ce qui est possible pour faire reculer ces lobbies et faire vivre la démocratie, que ce soit au lycée, au Parlement européen ou au niveau national. Mais je pense qu'on se reparle bientôt pour continuer le combat. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci Mathieu. On continue le combat. Bonne À journée. bientôt. Salut Au revoir. Mathieu. Et le témoignage de Mathieu, ça m'inspire aussi. Tu as parlé de tes 2 enfants. Quel regard ils portent en fait sur cette action que tu mènes avec plein d'autres aussi, hein, parce que ça va bien entendu au-delà de toi, mais quel regard ils portent sur tout ce qu'on vit là. Au-delà de mes enfants, il y a toute une génération qui se dit effectivement qu'on ne peut pas accepter qu'ils ont tout, ils pètent de vie, quoi. Ils sont tous, heureusement, quand on a 16 ans, quand on a 20 ans, on est bouillonnant de vie, plein de désirs, plein d'envie de faire bouger les choses et de profiter de la vie. Ils n'acceptent pas qu'on leur promette une société de plus en plus sinistre. Donc, et je vois autour d'eux des garçons et des filles qui sont en dépression. L'autre jour, quelqu'un m'a parlé d'une amie de sa fille qui a 18 ans, qui ne sort plus de sa chambre tellement elle est déprimée. J'ai un copain à Bruxelles qui est pareil, dont la fille est en dépression totale parce qu'on leur propose aucun avenir. Donc il ne s'agit pas de broyer du noir, mais effectivement se dire que ça fait 30 ans que le GIEC nous alerte, ça fait 30 ans qu'on voit bien que ce modèle économique nous amène à une catastrophe et qu'il est urgent de le changer. Et que après 2008, on avait dit, après 2005, après le non des Français au référendum, on avait dit qu'on allait changer l'Europe et mettre en place, y compris Angela Merkel avait dit qu'il faudrait un protocole social pour entendre la colère des peuples. Merkel avait dit si le peuple allemand avait voté par référendum, peut-être qu'il aurait voté non comme le peuple français. Donc Angela Merkel avait proposé un protocole social européen et Sarkozy n'en avait pas voulu. Puis après 2008, on a dit la crise financière est tellement grave qu'il faut tout changer. En fait, on n'a quasiment rien changé. Là, est-ce qu'en 2020, est-ce qu'on a eu assez peur
pour effectivement avoir un moment de réflexion et se dire qu'on va réellement changer les choses. Quelles sont nos priorités? Est-ce que la crise est assez grave pour qu'on clarifie nos priorités, qu'on sache quelles sont nos boussoles? La croissance ne peut pas être notre boussole. Je répète, voilà l'évolution de la croissance. Tous les politiques qui continuent à dire la croissance revient devraient mettre 10 € dans le goret. Il devrait y avoir une amende maintenant pour tous les politiques qui répètent machinalement la croissance revient. Est-ce que la boussole, c'est toujours plus d'argent pour les actionnaires? Voilà l'évolution des marchés financiers. Voilà l'évolution des marchés financiers. Et la semaine dernière, depuis un siècle, et la semaine dernière, les marchés financiers, c'était à la une des journaux, le Dow Jones est arrivé à 30 000 points. 30 000 points, c'est 2 fois pire ou 2 fois plus qu'avant la crise de 2008. Avant qu'il y ait le crash de 2008, les marchés financiers étaient montés à 14 000. Maintenant, on est à 30 000. Donc, quelle est notre boussole? Est-ce que c'est normal que l'économie réelle va de plus en plus mal, les hôpitaux vont très mal, il y a plein de paysans qui se flinguent, il y a plein de salariés qui ont peur d'être au chômage, mais il n'y a jamais autant d'argent sur les marchés financiers. Est-ce qu'on continue comme ça jusqu'au chaos final? Voilà. Donc, comme citoyen, je pense qu'on est très nombreux à se dire je n'ai aucune envie de vivre le suicide de l'humanité. Si ça continue comme ça dans les 15, 20, 25 ans qui viennent, on peut connaître la barbarie. Et à un moment, ça peut tourner au chaos. Donc, on va tout faire ce qui est possible pour refuser ce chaos, refuser ce suicide de l'humanité. Et ce qui me rend optimiste, c'est qu'on est très, très, très nombreux. Tous les jours, je suis étonné de voir la diversité des gens qui veulent se retrousser les manches. Et le fait qu'on soit quelque chose de transcourant, ça leur fait plaisir aussi. Qu'il y ait des gens de droite et de gauche, qu'il y ait des syndicalistes et des patrons, qu'il y ait des banquiers et des anticapitalistes, qu'il y ait des jeunes et qu'il y ait des vieux, et qu'on ait des objectifs clairs. Je pense qu'on est dans une société très morcelée et ça fait du bien d'être unis dans cette diversité. Ça fait un petit peu plus d'un mois que l'action a démarré. Est-ce qu'il y a des témoignages en particulier qui t'ont marqué depuis le début de cette mobilisation? Tous les jours, il y en a. C'est dans la rue à Bruxelles, c'est des gens qui viennent, c'est Extinction Rébellion qui est venu faire un concert dimanche dernier devant le Parlement. C'est tout à l'heure, je vous dis, un huissier du Parlement qui me dit, il me montre sur son téléphone portable qu'il y a un de ses copains et qui dit, voilà, je l'ai découvert il y a 3 quarts d'heure, un réseau de 80 personnes qui font des grèves, chacun un tour de rôle pendant 3 jours, des grèves de la faim pour dire qu'ils soutiennent l'action du Parlement et notre action. C'est des maires ruraux qui sont en train de s'organiser. Là, on va laisser finir l'année, on espère que le virus va se calmer et on fera un tour des régions, sans doute en janvier, février. On sera plus de porte-parole. L'acte 1, c'était surtout Pierre, qui est le député qui fait grève de la faim. Mais là, on est en train de s'organiser pour qu'il y ait des porte-paroles beaucoup plus nombreux, avec une vraie diversité des porte-paroles, et qu'on fasse campagne en France et ailleurs, en janvier, février, mars, de façon bien puissante. On peut rappeler à toutes celles et ceux qui nous suivent que tout le monde peut être le porte-parole aussi de cette mobilisation. Tout à fait. Puis vous allez sur taxonlaspéculation.eu, taxonlaspéculation.eu, le site a été encore amélioré. Que vous ayez 2 minutes ou 5 minutes ou 10 minutes, on vous propose des moyens d'interpeller les dirigeants, des moyens d'agir dans votre quartier ou dans votre réseau, soit physiquement, quand on commence à pouvoir, il y a des pays où on peut commencer à sortir dans la rue, soit sur les réseaux sociaux. Mais voilà, il faut qu'on soit le plus nombreux possible à faire campagne pour ces idées. Comme ici, il est question d'interpeller, entre autres, le président Emmanuel Macron, qui continue à bloquer cette taxe sur la spéculation. Une question qui revient de façon intarissable au fil des lives. Des nouvelles du président Macron? Non. Il n'a toujours pas répondu à notre invitation. La réponse est non. Et donc, ce qui m'inquiète, c'est que ça fait maintenant, depuis le mois de juillet, qu'il y a un très proche d'Emmanuel Macron qui me dit qu'il va faire bouger le gouvernement français. Je ne vais pas donner son nom pour ne pas griller, voilà. Et quand je vois encore Bruno Le Maire, dimanche, qui explique que la priorité, c'est la réforme des retraites et qu'il ne veut pas qu'on parle d'une taxe sur la spéculation, ça m'inquiète un peu. Mais depuis dimanche, il y a quand même et le Premier ministre et le ministre du Travail qui ont contredit Bruno Le Maire. Donc, on va continuer dans plusieurs pays, mais en particulier, comme c'est la France qui bloque la négociation, on va maintenir une pression forte sur le gouvernement français. Et entre-temps, la connexion est revenue ou pas? Oui. Corinne Lepage, est-ce que vous nous entendez? Ah, la connexion n'est pas encore... Très bien. Mais Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement, sera avec nous dans 2 minutes. Allez, 2 minutes. Des nouvelles de Bruno Gassio ou pas, sa vidéo? Sa vidéo n'est pas encore arrivée. Bruno, on a échangé ce week-end. J'espère qu'il se met vraiment au boulot. Voilà, mais on rappelle aussi que les vidéos des internautes sont les bienvenues, tout comme les appels. Ne pas hésiter à appeler les personnes de votre entourage. 3, 4 appels par jour, c'est déjà pas mal. Donc le site internet a fait peau neuve et puis on est en train de préparer une version encore 3 du site internet où on pourra interpeller plus facilement chaque député pour le mettre face à ses responsabilités que chaque homme, chaque femme qui est élu au Parlement français, au Bundestag ou à Madrid puisse dire très clairement est-ce que oui ou non il soutient la proposition d'une taxe sur la spéculation. Donc ça, ce sera bientôt prêt.
Alors, juste avant d'accueillir Corinne Lepage, tu as évoqué la Belgique qui a changé d'avis, c'est vrai, en quelques années. Est-ce qu'il y a d'autres pays, comme la Belgique, qui ont aussi changé d'avis récemment sur Il y a sur plusieurs cet pays enjeu? qui ont changé d'avis, mais le problème, c'est qu'on a appris par le ministre des Finances belge qu'il n'y a eu aucune réunion depuis un an, parce qu'il y a eu une question à la Chambre en Belgique, l'Assemblée nationale, et la semaine dernière, donc un ami député a posé la question au ministre des Finances, et le ministre des Finances a avoué que il s'est renseigné, il est nouveau ministre des Finances depuis un mois. Il a dit qu'effectivement, la Belgique soutient l'idée maintenant d'une taxe sur la spéculation, alors qu'il y a 5 ans, la Belgique était hostile. Et il a dit que quand même, ça fait depuis le mois de novembre 2019 qu'il n'y avait eu aucune réunion concrète des ministres des Finances là-dessus, sur la taxe sur les transactions financières, et qu'à cause du virus, disait-il, la réunion qui était prévue au début de cet hiver est annulée. J'avoue que j'étais scotché, pour être gentil, parce que je croyais qu'on était en 2020 et qu'on pouvait faire des réunions par Internet. Donc, et que On peut même les faire des chefs émissions. d'État, et que les chefs d'État, et dès demain, je suis en dialogue avec la ministre allemande du budget. Dès demain à 10h, je suis de nouveau comme rapporteur général du budget. Voilà. Et donc, je trouve ça ahurissant quand le ministre des Finances belge, il n'y est pour rien, il vient de prendre ses responsabilités depuis quelques semaines, en réponse à la question d'un député, et je pense que des députés poseront des questions au Premier ministre français bientôt, mais dit que ça fait depuis un an qu'il n'y a pas eu de réunion concrète, alors qu'on nous dit que la présidence allemande nous avait dit que c'était une priorité. Angela Merkel avait dit qu'elle voulait un accord sur ce sujet donc avant la Noël de 2020, et on découvre et que la réunion qui était prévue, pas de chance, avec le virus, on doit la décaler. Donc ça donne l'impression que ce n'est pas une priorité et que soit certains s'en fichent, soit le lobby bancaire fait tout pour décaler. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un lobby citoyen le plus puissant possible. Interpellation de Christian. Pourquoi ce débat est personnalisé à ce point alors que ce sont les positions des groupes qui influent sur le cours des votes? Je ne sais pas ce qu'il veut dire, Christian, comme personnalisé. C'est que au Parlement, ce n'est pas personnalisé, c'est 68% des... on avait l'autre jour une mosaïque avec des députés de 5 groupes politiques qui posaient avec la pancarte « Santé, climat, emploi, nous voulons 50 milliards de plus chaque année avec la taxe sur les transactions financières ». Donc, je suis le seul à avoir fait grève de la faim, mais je suis rapporteur général du budget. Chaque année, il y a une ou un député qui a cette responsabilité d'être celui ou celle qui négocie le budget de l'année suivante au nom du Parlement. Donc, c'est moi qui négocie le budget. Et donc, j'étais le seul à faire grève de la faim, mais je parle au nom de 68% des députés. Et il y en a seulement 13% qui ont voté contre. C'est essentiellement l'extrême droite, les gens du Front National et leurs amis. Mais donc, c'est pour ça que je parlais d'un déficit de démocratie quand Mathieu était là. C'est que quand 68% des députés soutiennent une solution. J'ai regardé en France, un peu plus de 75% des Français, la dernière enquête Eurobaromètre dit que plus de 75% des Français sont d'accord avec la taxe sur les transactions et seulement 15% sont hostiles et les autres ne savent pas. C'est vraiment un énorme problème de démocratie que la France bloque la négociation. Alors Pierre, j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, la connexion avec Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement, est vraiment trop mauvaise. Ce n'est que partie remise. On continue les lives jusqu'au sommet du 10 et 11 décembre. Donc, Frédéric est là. Mais Frédéric Sève, secrétaire national de la CFDT en charge des retraites, est parmi nous. Bonsoir Frédéric Sève, un grand merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Frédéric, bienvenue. Merci de l'invitation. Pourquoi c'était important pour vous d'apporter votre soutien ce soir? C'est important de participer au débat sur ces questions, questions citoyennes, questions européennes. Donc c'est naturel pour moi de répondre à cette invitation. Merci beaucoup. On a beaucoup parlé en début d'émission de la réforme des retraites, le fait que Bruno Le Maire, pour le citer, entend faire peser le plan de relance, entre autres, sur la réforme des retraites. Votre réaction? Oui, puis et la taxe sur les transactions, je laisse la parole à Frédéric dans une minute, mais la taxe sur les transactions financières, si elle est sur la table depuis 2011, c'est parce qu'en particulier, l'ensemble des syndicats en 2010 et l'ensemble des syndicats européens ont fait une grosse campagne en 2010 pour dire qu'il y a un besoin de justice fiscale. Tout le monde, dans sa vie quotidienne, paye des impôts, tout le monde paye de la TVA. Et donc, Laurent Berger, qui est un des responsables de la CFDT en France, avec Frédéric, est maintenant le président de tous les syndicats européens. Et c'était une grande demande des syndicats européens de dire on a besoin d'une plus grande justice fiscale. Et si la Commission européenne a fait cette proposition en 2011, c'est parce que l'ensemble des syndicats européens l'avaient demandé en 2010. Et donc, aujourd'hui, on pense qu'on a une fenêtre pour l'obtenir, que ce qui était une proposition de directive, voilà, c'est maintenant qu'il faut pousser pour l'obtenir. Et qu'effectivement,
ça permettrait que la France n'ait pas à rembourser ce plan d'urgence et qu'il n'y ait pas besoin de justifier ainsi une réforme des retraites. Mais je laisse la parole à Frédéric. Oui, sur ce sujet, sur les déclarations de Bruno Le Maire, qui ne sont pas un sujet en soi, mais disons qui mélangent un petit peu, à mon sens, tous les sujets. Il y a un sujet de financement, enfin en tout cas, il y a un sujet propre au régime des retraites, au système de retraite en France. Il est propre du moins, il se pose dans des termes propres à la France, pas forcément spécifiques, mais en tout cas propre à la France. C'est un débat, je dirais, qui existait avant la crise du Covid, qui existera après, qui se prolongera. Donc ça, c'est un débat typiquement retraite et qui doit être traité, je dirais, dans le cadre approprié. Mais par contre, il y a une dette qui est créée pendant la crise du Covid, qui se crée aujourd'hui, du fait de la crise du Covid, du fait de l'effondrement économique que ça produit. Cette dette-là, ces déficits-là, ces besoins de financement-là, on estime, nous, à la CFDT, qu'ils ne relèvent pas du fonctionnement normal d'un régime de retraite, de la protection sociale, etc. Donc, ils doivent être pris en charge d'une façon ou d'une autre par la collectivité, donc au même titre qu'une dette publique. Et dans ce cadre-là, ils doivent être financés par les ressources fiscales que la collectivité voudra bien se donner. Alors, la taxe sur les transactions financières peut en être une. Je dirais à ce stade-là, même si la CFDT a des positions en faveur d'une telle taxe, mais ça relèvera du débat citoyen. Mais il faut partager les choses, à notre avis, entre les dettes qui s'accumulent aujourd'hui et qui sont dues à un état tout à fait exceptionnel, et par la taille des déficits accumulés et par l'origine. Il faut séparer ça, distinguer ça encore une fois, du financement normal de la protection sociale qui relève d'une toute autre logique. Donc, moi, ce que je reproche beaucoup à Bruno Le Maire, c'est de mélanger un petit peu les deux, de mélanger même beaucoup les deux. Et si effectivement on peut, par ce débat, par ces expressions, remettre un peu d'ordre et de clarté là-dedans, tant mieux. Alors, de l'ordre de la clarté, vous avez déclaré il n'y a pas très longtemps, il y a plus urgent dans l'immédiat que la réforme des retraites. Où est l'urgence, selon vous? C'est quoi l'urgence aujourd'hui? Alors, effectivement, ça c'est un autre point de débat. Je dirais, pour l'instant, l'urgence, c'est sortir de la crise sanitaire. Il faut quand même, c'est un peu terrible d'avoir rappelé qu'on n'est tout de même pas sorti complètement de l'ornière, même si on parle de vaccins, même si on a des perspectives, on n'est pas sorti de l'ornière. Et une fois qu'on sera sorti de la crise sanitaire, il faut sortir de la crise économique qu'elle a déclenchée. Ce qui, d'après les prévisions économiques qu'on peut avoir, ne se fera pas avant 2021, c'est certain, ne se fera sans doute pas en 2021, en tout cas prendra un peu de temps. Vouloir agir sur le système de retraite, agir sur les paramètres, comme on dit, que ce soit des paramètres d'âge, des paramètres de cotisation ou de prestations, en pleine crise économique, c'est complètement absurde. Augmenter les cotisations ou agir sur les prestations, ça serait complètement contradictoire avec l'idée d'une relance, et puis programmer une augmentation de l'activité alors qu'on va plutôt avoir une baisse de l'activité du fait du chômage, ça paraît complètement contradictoire. Donc il y a une question de toute façon, on ne peut pas en pleine crise agir sur un système de retraite. Je vais faire juste une petite comparaison. En 2008, il y a eu une crise économique également très forte. Alors, elle n'était pas de l'ampleur de la crise actuelle, mais elle était tout de même très conséquente. Le gouvernement français de l'époque a voulu aussi agir sur les retraites d'une façon critiquable, mais il a attendu 2 ans pour le faire, 2 ans après la crise. On a attendu d'être sorti de l'ornière pour le faire. Donc, mettre ce sujet sur la table aujourd'hui, à mon avis, ça n'a pas de sens, puisque de toute façon, on n'est pas en capacité d'agir sur ce domaine-là en ce moment. Pour compléter ce que dit Frédéric, le Parlement européen et la Commission se battent aussi pour trouver plus de moyens pour éviter une partie des licenciements. Quand Ursula von der Leyen, il y a 18 mois, la nouvelle présidente de la Commission a demandé au Parlement de la soutenir, elle faisait l'éloge du système qu'elle a mis en place quand elle était ministre du Travail en Allemagne. En 2008-2009, il y a eu une grosse crise financière et les syndicats allemands avaient dit on ne peut pas accepter qu'il y ait une flambée du chômage, en particulier dans l'industrie. Et Angela Merkel avait accepté, et von der Leyen, qui était sa ministre du Travail, le système de Kurzarbeit, qui dit si une entreprise a 30% de travail en moins, au lieu de couper 30% des effectifs, le principe,
il ne s'agit pas d'interdire les licenciements, comme le propose Olivier Besancenot, mais de s'arranger pour que le licenciement soit l'exception et que la règle, en tout cas dans l'industrie allemande, c'était on garde tout le monde et s'il y a 30% de travail en moins, on baisse les effectifs, on baisse le temps de travail, de 30%, on garde tout le monde, on baisse les salaires pour être compétitifs et les partenaires sociaux et Angela Merkel maintenaient 95% du revenu. Et Mme von der Leyen nous disait il y a 1 an et demi, on va vers une nouvelle crise économique. On ne pensait pas que ce serait le virus, mais tous les économistes pensaient qu'on allait vers une nouvelle crise économique pour plein de raisons. Et Mme von der Leyen a dit qu'il faut que l'Europe aide les États membres. L'Allemagne a pu le faire pendant 1 an parce qu'elle avait fait des réserves par ailleurs, mais il faudrait que l'Europe prépare la prochaine crise pour éviter des licenciements massifs. Donc c'est un vrai sujet. Il y a déjà eu le programme SURE qui a été mis en place par Nicolas Schmit, qui est le commissaire aux affaires sociales. Mais est-ce qu'on est capable de trouver de l'argent pour effectivement éviter un maximum de plans sociaux, que les gens gardent leur emploi, gardent l'essentiel de leurs revenus. Et deuxième étape, éviter que les gens qui tombent en fin de droit. On sait très bien qu'après la crise de 2008, il y a eu plein de gens qui ont perdu leur boulot et puis 2 ans plus tard, ils n'ont pas retrouvé de boulot, ils quittent les fichiers de Pôle emploi parce qu'ils tombent en fin de droit. Donc l'Europe peut aider à 2 niveaux. Il y a plein de choses qu'on peut faire déjà au niveau national, mais on se mobilise aussi, la commission emploi, en travaillant avec le commissaire aux affaires sociales, pour qu'on évite une flambée du chômage et qu'on évite que les chômeurs tombent dans la pauvreté. Et puis après ça, si on se bat pour le climat, on en parlait avec Nicolas Hulot l'autre jour, d'après les chiffres de l'ADEME, si on a des vrais financements pour isoler les maisons, faire des transports en commun, faire des renouvelables, d'après l'ADEME, on peut créer 900 000 emplois en France. Peut-être pas en 3 jours, mais en quelques années, on peut créer 900 000 emplois. Et une des meilleures façons d'équilibrer les retraites, c'est quand même aussi de créer des vrais emplois sur tous nos territoires, des gens qui étaient au chômage ou qui étaient en formation et qui vont retrouver un vrai job et qui vont cotiser. Et si on a 900 000 créations d'emplois, en quelques années, ça fait 900 000 personnes qui vont cotiser pour les caisses de retraite. Sans doute une des meilleures façons de réformer les retraites, c'est de renforcer le nombre de gens qui ont un vrai boulot et qui cotisent. Donc c'est aussi pour ça qu'on se bat avec les syndicats européens pour avoir des financements pour un vrai pacte climat-emploi. C'est comme ça qu'on l'appelait, le pacte climat-emploi. Et là aussi, Laurent Berger était un des premiers à signer l'appel qu'on a lancé au mois de mars pour dire il faut des financements et ça va créer des emplois sur tous nos territoires. Frédéric Sèvres, vous avez envie de réagir, de rebondir sur ce que dit Pierre ? Non, je crois que ça sera un rebond, ça sera aussi un peu redondant. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a aussi une dimension climatique. Excusez-moi, le mot est maladroit, mais il faut profiter de la relance aussi pour réorienter effectivement le modèle de croissance, le modèle de développement. C'est ce qu'on porte effectivement à la CFDT. On le porte aussi avec 60 associations, organisations, syndicats françaises, impliquées aussi bien dans les questions environnementales que dans les questions sociales, de lutte contre la pauvreté ou d'éducation populaire. On porte cette idée que le plan de relance, la relance, au-delà du plan de relance, mais la relance doit être aussi un moment pour effectivement choisir dans quelle direction on se relance, dans quelle direction on relance l'économie et sur quelle base quelle base nouvelle on relance l'économie. C'est une préoccupation sur laquelle on insiste parce que même si Pierre a raison de dire il y a des choses sont sur la table au niveau européen pour le faire, mais ce qu'on craint quand même, c'est que l'urgence de la relance, l'urgence d'agir sur l'activité économique, nous fasse oublier au niveau français l'horizon de moyen, déjà un peu de court terme quand même, mais l'importance en tout cas de cette question de la transition écologique, la transition énergétique qu'on a menée en France et pour laquelle on a un peu de retard à l'allumage à notre avis. Merci beaucoup Frédéric Sèvres. Petite question, dernière question traditionnelle qui revient quasi systématiquement dans cette émission. Si vous aviez un message à adresser au président Emmanuel Macron qui continue à bloquer cette taxe sur les transactions financières, quel serait votre message au président Macron ? Je dirais que la situation est exceptionnelle et qu'on a vécu une situation exceptionnelle. On n'en ressortira pas, on ne reviendra pas à la situation précédente. Les transformations sont trop fortes. Et il faut donc il va falloir réfléchir avec de nouvelles lunettes, avec de nouvelles perspectives pour l'après-crise. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé vos perspectives avec nous, Frédéric Sèvres. Merci Frédéric, à bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Des perspectives qu'on partage et qu'on continuera à partager jusqu'au 10-11 décembre et puis encore au-delà. Pierre, petit rappel sur le calendrier des échéances clés à venir.
Mais on travaille donc avec l'ensemble des syndicats européens, avec un grand nombre d'associations, de climatologues, de jeunes, pour dire qu'on veut, on veut que l'Europe effectivement tire les leçons de la crise, on veut qu'il y ait une réorientation, on veut qu'on ait les moyens financiers pour la santé, pour le climat, pour l'emploi. Il y a un Conseil européen le 10 décembre, là, dans 8 jours. Madame Merkel, Monsieur Macron, Monsieur Sanchez, le Premier ministre belge vont se retrouver. En principe, la question du climat est à l'ordre du jour, et on espère qu'il y aura un accord, mais il y a le risque qu'il n'y ait pas d'accord ou que cet accord, après ça, soit détricoté ou qu'il ne soit pas assez ambitieux. Donc c'est vraiment bien si on peut mettre une pression citoyenne forte jusqu'au Conseil du 10 décembre, et qu'après ça, de toute façon, ça vient d'être, c'est pas encore officiel, mais voilà, c'est Antonio Costa qui, après Angela Merkel, c'est Antonio Costa, le Premier ministre portugais, qui prend les rênes, entre guillemets. Vous savez, tous les 6 mois, c'est un peu bizarre l'Europe, mais tous les 6 mois, il y a un nouveau pays qui préside et qui organise les débats. Et en février, à Lisbonne, soit physiquement, soit par, si le virus le permet, il y a une conférence dont l'objectif, c'est comment financer le plan climat, comment se donner les moyens. Aucun pays tout seul n'arrive à financer son action sur le climat. Il y a un an, j'étais en Allemagne au Bundestag et les ministres s'engueulaient entre eux. Peter Altmaier venait de dire qu'il ne savait pas. Peter Altmaier, le ministre de l'économie allemand, il ne savait pas comment ressortir du charbon avant 2038. Et immédiatement, sur les réseaux sociaux, sa collègue du ministre de l'Environnement disait « Peter, ça n'est pas sérieux, tu es en train de déchirer l'accord de la coalition ». Donc, en France, Nicolas Hulot a démissionné et malgré ça, il n'y a eu aucun électrochoc. Et j'étais avec Cyril Dion l'autre jour et Cyril Dion est venu ici en disant c'est pas normal qu'on ne prenne pas au sérieux les propositions des 150 citoyens. Voilà. Donc aucun pays n'arrive à financer la transition écologique de façon sérieuse alors que tout le monde comprend la gravité du problème et que tout le monde comprend que ça peut être une opportunité pour créer des emplois, pour vivre mieux, pour faire moins de dépenses de chauffage ou moins de dépenses de transport. Et beaucoup de gens pensent qu'effectivement, une grande partie de la solution est au niveau européen. Donc le Parlement a voté des propositions très concrètes le 13 novembre, il y a même pas un mois, et on va tout faire pour qu'elles soient au cœur des négociations. Je le redis, une grande conférence en février à Lisbonne sur le financement du climat. Ça nous donne un objectif. On a quelques jours pour se reposer pendant les vacances de Noël, voir les proches si le virus le permet. Et on est tous chousse avec plein d'ONG et avec les syndicats pour que la conférence de février, en gros 2020, ça a été on évite l'effondrement. Voilà, on a eu très peur. Et est-ce que 2021, c'est le début d'un nouveau modèle ? Et on sera tous chousse aussi avec Ramata Kadjo-Touré, qui aurait dû être parmi nous ce soir, mais qui là aussi a quelques problèmes de connexion. Comme pour Corinne Lepage, ce n'est que partie remise, puisqu'on continue les lives au moins jusqu'au 10 c'est dommage parce que décembre. Ramata, on s'est rencontrés encore l'an dernier à Madrid. Elle est à La Réunion, elle est très active. Elle est élue à Sainte-Suzanne, qui est une belle ville de La Réunion où on fait beaucoup de choses sur les énergies renouvelables. Et j'aurais été très heureux que Ramata puisse nous expliquer tout ce qu'elle faisait. Et pourquoi, dans les territoires d'outre-mer, c'est encore très, très important aussi d'avoir de l'argent pour éviter les émissions de CO2 et pour les politiques d'adaptation. On ne va pas stopper le dérèglement climatique du jour au lendemain. Donc, y compris à La Réunion, il y a plein de choses qui sont très intelligentes qui sont faites, mais ils ont besoin de financement pour accélérer et la lutte contre les émissions de CO2 et les politiques d'adaptation. Et avec aussi des actions, et comme ça rejoint les deux intervenants qu'on a eu le plaisir d'accueillir ce soir, mais une belle action de Ramata avec les jeunes. Hein. Je crois qu'il y a un gros travail au niveau des écoles, et puis la volonté aussi d'impliquer l'ensemble des habitants de Sainte-Suzanne. Oui, à La Réunion, si je reprends la parole, mais la seule fois que je suis allé à La Réunion pour parler du climat, c'était impressionnant de voir l'unité. Il y a eu un ouragan qui a fait que l'île avait été paralysée pendant 24 heures. Donc le débat j'étais invité pour expliquer les idées qu'on défend avec Jean Jouzel. Donc tout était paralysé pendant 24 heures. Donc on avait attendu, on avait nettoyé l'université pour avoir ce débat. Et au premier rang, il y avait l'évêque, le chef du Parti communiste, le maire de Saint-Denis, Gilbert Annette, qui voilà. Donc il y avait le patron d'EDF régional. C'était assez impressionnant de voir qu'on avait en même temps l'évêque, le chef du Parti communiste, des jeunes, des vieux, et que la salle de l'université magnifique était archi pleine. Donc on voit comment la question du climat, je pense que le Parti communiste et l'évêque ne sont pas toujours d'accord, que les gens d'EDF et les gens de Greenpeace ne sont pas toujours d'accord. Mais là, et tout le monde était heureux de voir que sur des solutions concrètes, voilà, on donnait la parole à des gens qui avaient déjà fait des choses, et puis ils expliquaient comment il peut y avoir plus de financement européen, et ça faisait du bien, alors que l'île avait été paralysée par un ouragan, voilà, voir que cette salle était archi pleine, et que des gens très différents disaient, on va s'unir pour obtenir ces financements européens. Voilà, c'est pour ça que j'aurais été heureux que Ramata soit avec nous, mais elle viendra la semaine prochaine. L'union fait la force à La Réunion comme en Belgique. Hein. Donc c'est aussi la devise. Et puis toujours pour cette taxe sur la spéculation, plus que jamais appel à l'unité, au rassemblement.
Vous êtes de plus en plus nombreux. Je crois qu'il y a plus de 30 000 personnes au moins qui se sont ralliées au site taxonslasspéculation.eu et qui ont interpellé au moins une fois leurs dirigeants européens. Pierre, un tout grand merci pour ce nouveau live. Un tout grand merci à l'équipe technique. On se retrouve bientôt. Mercredi prochain. Et d'ici là, vous allez sur le site, chacun et chacune peut aller sur le site, diffuser des vidéos, appeler les amis. Là, avec le confinement, c'est bien de passer des coups de fil à un ami, à une cousine pour savoir comment ça va, est-ce que tu tiens le choc, est-ce que tu es au courant. C'est l'occasion de prendre des nouvelles et en plus... Voilà, on prend des nouvelles et puis on lui dit bonne nouvelle, peut-être que tu t'ennuies, peut-être que tu flippes, peut-être que tu broies du noir, mais si chacun reste chez soi tout seul à broyer du noir, la dépression guette. Et par contre, si on est des milliers et des millions à faire campagne, on peut obtenir une victoire et je pense que ça fait du bien d'obtenir des victoires sur des sujets aussi importants. Donc vraiment, prenez quelques minutes, allons taxonslasspéculation.eu et passez 3 coups de fil chaque jour. Pour sortir de l'amorosité. Oui, merci beaucoup. Il faut agir. Bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt.